de crédit immobilier. Sauf que là, ils ont permis aux régulateurs d'augmenter à leur guise la pondération qu'ils appliquaient sur les crédits immobiliers. Donc l'impact sur le financement de l'habitat n'était pas facilement prévisible. Dans BAL 3, il y a eu beaucoup plus d'innovation que dans BAL 2. Ils ont changé la définition des fonds propres même. Ils ont changé également, ils ont ajouté ils ont ajouté les ratios de capital que les banques devraient détenir. Donc, dans BAL 1, on avait 8% seulement. Dans BAL 3, ils ont gardé le 8%, sauf qu'ils en ont ajouté d'autres. C'est qu'ils ont appelé des coussins, des volants de conservation. C'est-à-dire qu'ils se disent que, bon, voilà, si on leur demande de garder seulement 8% et qu'un problème survient, ils vont passer rapidement à moins de 8%. Donc, il faudrait qu'ils protègent le 8%. Donc, ils ont ajouté 2,5%, qui est ce qu'ils appellent un volant de conservation des fonds propres. Ça veut dire que le besoin en capital propre augmente à 10,5%. Ça veut dire que lorsqu'on finance l'habitat, maintenant, on doit avoir beaucoup plus de capital avec BAL 3 qu'avec BAL 1. Ça impose une contrainte supplémentaire aux prêteurs, parce qu'eux, ils doivent donc devoir mobiliser davantage de fonds propres pour pouvoir financer l'économie. Et c'est un problème beaucoup plus important si les prêteurs se retrouvaient déjà dans une situation où ils étaient à la limite, ou bien où ils avaient des contraintes de mobilisation de capitaux. Et donc, voilà, donc ça, c'est le fait d'avoir ajouté des nouvelles contraintes en termes de fonds propres, ça fait que ça peut réduire la capacité des prêteurs à intervenir sur les marchés immobiliers. Ils ont ajouté également ce qu'on appelle un ratio de levier de 3%. Et ça, c'est un ratio qui ne tient pas compte du risque, mais qui limite la capacité des banques à financer uniquement à partir des dépôts. Parce qu'on s'est rendu compte que lors des crises précédentes, les banques finançaient beaucoup à partir des dépôts et n'engageaient pas substantiellement leurs fonds dans les activités qu'ils faisaient. Et en cas de risque, ce sont les déposants qui perdaient beaucoup. Donc, on a mis un ratio de levier pour limiter ce comportement-là et amener les banques à mettre beaucoup plus de leurs fonds propres dans les activités de financement qu'ils engagent. Donc, il y a également des ratios de liquidité qui, dans certains pays africains, existaient déjà, mais qui sont maintenant instaurés dans les règles de base. Donc, voilà. Et en termes d'impact que ça pourrait avoir, tout va dépendre maintenant de la stratégie que les banques vont utiliser pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins réglementaires qui se posent. Lorsqu'on demande aux banques d'avoir beaucoup plus de fonds propres pour pouvoir financer l'économie, elles ont besoin de mobiliser des fonds parce que ce sont des actions ordinaires à ce moment-là, ce ne sont pas des dépôts. Elles ont besoin de mobiliser ces fonds-là sur les marchés et ça coûte de l'argent pour mobiliser les fonds, surtout s'il faut le faire rapidement. Et ces coûts supplémentaires que les banques vont endosser pour pouvoir répondre aux nouvelles normes réglementaires, elles vont généralement les répercuter sur les emprunteurs et puis on peut se retrouver avec des augmentations du coût de financement pour les emprunteurs, ou alors les banques peuvent, parce qu'elles ne peuvent, si elles ne sont pas capables de mobiliser davantage de fonds propres, elles seront obligées de réduire le volume de prêts qu'elles octroient. C'est-à-dire, à un moment donné, elles ne pourront plus octroyer les prêts parce qu'elles n'ont pas de capitaux propres pour assurer la couverture qui est demandée par les nouvelles normes réglementaires. Donc, ça va réduire les volumes de prêts, ça va augmenter les taux les taux d'intérêt, les coûts de financement. Ça va également amener les banques parce que plus un emprunteur est risqué, plus la banque a besoin de fonds propres pour couvrir l'exposition sur cet emprunteur. Donc, ce que les banques font généralement pour satisfaire aux normes réglementaires, c'est de réallouer leur portefeuille. C'est-à-dire qu'ils vont regarder à l'intérieur de leur portefeuille ceux qui sont les plus risqués. Ils vont couper les financements et puis ils vont garder uniquement ceux qui sont les moins risqués parce qu'à ce moment-là, les besoins en fonds propres sont moins importants. Donc, il y a cette réallocation des financements au profit des emprunteurs les moins risqués et au détriment des emprunteurs les plus risqués. Ce qui fait que les gens qui sont moins nantis et qui ont besoin d'accéder à des financements immobiliers, par exemple, auront beaucoup moins de chances avec BAL 3 d'accéder au financement parce qu'il y aura ces nouvelles normes réglementaires qui vont s'appliquer aux banques. Bon, maintenant, ce sont des impacts qu'on décrit de façon générale, mais qui, dans la réalité, vont varier d'une banque à l'autre en fonction des conditions dans lesquelles les banques se trouvent. Il y a des pays dans lesquels les banques sont déjà en situation d'excédent de capitaux propres, donc même si on a augmenté le besoin en fonds propres, il n'y aura pas de contraintes qui vont s'appliquer sur ces banques-là, ce qui fait qu'on risque de ne pas observer d'impact négatif sur leur capacité à financer
financer. Et il y a également des pays où la Banque centrale peut réagir, c'est-à-dire qu'il y a cette contrainte qui se pose, mais la Banque centrale peut peut-être baisser les taux de refinancement, les taux auxquels elles octroient les refinancements aux banques, ce qui fait que ça va permettre aux banques de réduire aussi, ça va permettre de maîtriser la hausse du coût de financement, ce qui fait qu'on peut observer un impact relativement limité. Donc, c'est vrai qu'en principe, on s'attend à avoir quelque chose de négatif, mais ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs qu'on pourra voir plus en détail demain. D'autres choses aussi qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que lorsqu'on parle de Bâle 3, c'est vrai qu'on regarde beaucoup plus les aspects négatifs, qui sont les aspects les plus immédiats. Parce que c'est ça qui apparaît dès qu'on met en place les normes réglementaires. Mais il ne faut pas perdre de vue que... Excuse me, we have 10 more minutes. 10. Thank you. Ok, je vais essayer de finir en 2 minutes là. Donc, lorsque on met en place des normes réglementaires, ce qui se passe, c'est que les banques se retrouvent dans une situation. Les banques qui arrivent à remplir les normes réglementaires envoient des signaux très très forts au marché qu'elles sont solvables, qu'elles sont rentables et qu'elles sont peut-être à l'abri des crises financières. Et ça peut amener les investisseurs à leur confier davantage d'argent. Donc, pour ces banques-là qui remplissent toutes les nouvelles normes réglementaires, ça peut être un certain avantage dans la mobilisation des fonds sur les marchés financiers. Ça va baisser leur coût de financement, ce qui peut se répercuter favorablement sur les prêts. Et puis, également, il y a cette substitution vers les prêteurs non bancaires. C'est-à-dire que les banques vont devenir beaucoup plus contraintes, mais les prêteurs non bancaires qui ne subissent pas le coût des normes réglementaires vont être capables également de continuer les prêts. Donc, il y aura comme un effet de substitution, ce qui fait que l'enveloppe globale des prêts peut ne pas être substantiellement affectée. Donc, ce sont ces différents effets qu'il faudrait regarder lorsqu'on discute de l'effet des normes réglementaires. Maintenant, il y a mais ça c'était pour Bâle, il y a les normes IFRS. Là, je m'attarderai juste sur une chose pour aller rapidement, c'est que dans les nouvelles normes, ce qu'on demande aux banques, c'est de pouvoir comptabiliser les provisions, de pouvoir tenir compte des provisions au moment où on émet le crédit. Parce que dans les anciennes normes, c'est quoi? C'est qu'il fallait attendre lorsqu'un emprunteur fait défaut pour pouvoir constituer des provisions. Et on s'est rendu compte lors des dernières crises que lorsque le problème arrive, il se fait déjà trop tard. Donc ce qu'on demande aux banques maintenant, c'est qu'une fois qu'un crédit est mis en place, on commence à constituer les provisions en attendant. Ce qu'on appelle, c'est que c'est une approche qui tient compte de ce qui pourrait se passer dans le futur. Et lorsqu'on met en place ce genre de normes, ce que ça implique pour les banques, c'est une augmentation de leurs réserves. Leurs provisions pour créances douteuses. Et lorsqu'on augmente les provisions pour créances douteuses, forcément, ça augmente le coût du risque pour les banques et dans ces conditions-là, elles seront moins capables de pouvoir financer un certain nombre d'emprunteurs parce que ça devient beaucoup plus cher. Et puis, généralement, les emprunteurs qui sont les plus risqués et sur lesquels il faut faire beaucoup plus de provisions vont être les plus affectés. Donc, c'est comme ça que les nouvelles normes de comptabilisation des instruments financiers pourraient avoir également un impact sur le financement de l'habitat. Donc, je vais m'arrêter à ce point-là pour aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait peut-être voir plus de choses en détail demain. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Yes. Thank you. Thank you for that excellent presentation. I have some comments and potentially a question initially to Dr. Fuchs. Now, your comment around intervention to control bank lending rates or even the flow, doesn't that affect mortgage lending by making it more pricey, especially when you look at the context of affordable housing? An institution going to the market potentially to raise funds, will that be a lot more pricey to do? Now, when you look at the determinants, the high credit risk premium, is that lack of information that will potentially be used to assess the repayment or even the loss in case of failure or default? So is that, do you support interest rate controls, in fact? Great. So maybe we can take 2 more questions and then we'll respond. So let's start. The gentleman at the back there. Ma question s'adresse à M. Pierre Valère. Je voudrais poser 2 questions sur Bâle 3. La première question, c'est la distinction entre l'immobilier résidentiel et puis l'immobilier commercial.
Et la deuxième question, c'est la non prise en compte des hypothèques de deuxième rang. Je voudrais qu'il développe ça un peu. C'est tout? Yeah, thank you. Okay, thank you very much. I think I'm going to give this opportunity to a lady, unfortunately. I see two hands, but I'll give it to a lady. Please proceed. J'ai deux questions. La première, tout au début, pour cette présentation, on a dit qu'on devait savoir comment résoudre le problème du taux d'intérêt très, très élevé. Mais dans les différentes présentations, je n'ai pas remarqué que ça a été discuté. La deuxième question va à M. Pierre. Vous avez dit que BAL 3 n'est pas une contrainte pour les banques qui ne font pas partie de BAL. Mais au même moment, vous dites que la BCAO en fait une contrainte. À la fin, c'est vraiment une contrainte ou pas? Merci. Okay, so thank you for those questions. I think you have two questions each from what I had. So we start from Michael and then Pierre. Okay. I understand the first question was whether some of the high credit spreads could be compensated for by putting in place restrictions on interest rates, correct? Is that paraphrasing you right? I mean, the idea of putting in place restrictions on interest rates has been quite popular in some countries recently in Africa, in Zambia, and I think it was 2015 to 2016, and in Kenya today. I think the only consequence of that is that there is very little lending to the mortgage market, much less under those circumstances than if people can, at least the banks can charge what they need to charge to pay for their costs. So I don't think that solves any of the problems relating to the impact of high interest rates. The high interest rates don't really go away because the cost to the bank, the risks to the bank are the same as they were before. They're not allowed to charge these to their client, pass these costs and risks on to their clients. So there's even more incentive to stop lending to the sector, and that's usually the outcome of those kind of restrictions. I think if we go through this in more detail tomorrow, there are a lot of other institutional and legal reforms that have an impact on those spreads, which you can do something about. And in the Kenyan circumstance, which I know quite well, of about 15 years, ever since the Domde Bill was introduced into Parliament and passed by Parliament in the late 1990s, it was not given presidential assent at that time. There's been this discussion going on about banks basically ripping off their clients. They make too much in the way of profits, and they seem to take too little in the way of risks. I don't think that's unfair. I think that's probably true. But what hasn't happened in the Kenyan discussion is what do you do to reduce those risks for the banks, and what do you do to get the banks to take reasonable risks? So the discussion has kind of got focused on the one factor, which is, yes, interest rates are high. And as I said in my presentation, there are several reasons for that, one of which goes right back to the government, because the government is not running fiscal policy to the advantage of lower interest rates in Kenya. Now, that's one of the issues that could be discussed about how government structures its finances. There are all the other issues relating to property registration, the time it takes, which is, as far as I know, is about 2 years plus, to get a foreclosure on a mortgage. And issues like that, which can be addressed, they're largely market conduct issues. The market conduct dimension in oversight of the Kenyan financial system is pretty weak. There are all the issues relating to also transparency among banks about the fees they charge and the interest rates they charge, not the interest rate the government charge, the policy rate now, but how they actually, the banks charge, how they compete with one another. And as I said, one of the main
issues, I think, in making the mortgage market work better in these countries is creating scale in that marketplace. And if there's no effective competition among the institutions working in the marketplace and there's no transparency, it's a market conduct issue and something should be done to improve it. The quid pro quo, I think, in the Kenyan discussion, which is generic, it's not just to do with Kenya, that if you want to actually improve the availability of such finance, you have to do something about market conduct. And the Kenyan kind of authorities have tried to push that aside for years and years and years. Go away. And the answer to that one is not to put it under the carpet, but is to say this is an issue we have to address. And the central bank, with all respect for the central bank, as I said briefly before, rather than addressing weak institutions which actually survive and therefore destroy market competition, they need to address those institutions that are weak. And as you probably know, there were several institutions in Kenya which were closed in the last 2 years. And if you look at what has happened, yes, they were either defrauding the tax authorities or defrauding their customers. They were doing money laundering. Then that's not what I'm talking about. I'm not talking about fraudulent behavior. I'm talking about weak banking practices. But we can discuss this more tomorrow, and Evans is obviously keen that I don't spend too much more time on discussing this issue right now. But there's no simple answer to your question. It's a very big question, and it deserves a much more thorough discussion than usually happens. Yeah, so thank you, Michael. Unfortunately, we don't have enough time, and I guess tomorrow we can go into the details of this. Pierre, if you have a minute, you can respond to the two questions, very quickly. D'accord, merci. Très rapidement, peut-être, ce qu'il faudrait mentionner déjà pour BAL, la précision à apporter, c'est juste que les pays africains en dehors de l'Afrique du Sud, ils ne sont pas membres de BAL, et puis les décisions prises par BAL ne s'imposent pas aux États, mais ce sont des décisions qui sont prises comme des références mondiales en matière de supervision bancaire. Donc, la BCAO et la BEAC, même si elles ne sont pas membres de BAL, elles considèrent ces décisions comme étant des références. Et c'est pour ça qu'elles les suivent et qu'elles les imposent aux banques qui sont dans leur juridiction. Donc et là, ça devient des contraintes pour ces banques-là parce que ce sont des décisions de leur banque centrale. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire pour ça. Pour l'impact de la régulation sur le taux d'intérêt, comme je disais tantôt, il faut voir, l'intérêt reflète, le taux d'intérêt que la banque applique à son client reflète aussi le coût des fonds pour la banque. Et si la banque mobilise des fonds à des coûts très élevés, elle va les répercuter sur leurs clients. Et la régulation, ce que la régulation peut faire dans certains cas, c'est de pouvoir montrer ou bien envoyer un signal au marché que les banques se portent bien et réduire donc le coût de financement pour les banques, ce qui peut avoir des répercussions éventuellement sur le coût de financement, sur le coût des prêts immobiliers. Peut-être rapidement pour le dernier point, c'est bien d'avoir mentionné l'immobilier commercial et résidentiel. En fait, la seule distinction qui est faite dans les normes réglementaires, c'est les pondérations qu'on applique à chaque type de crédit immobilier. Le 35% que j'ai mentionné tantôt, c'était pour l'immobilier résidentiel. Je ne vais pas dire de bêtises, je n'ai pas le chiffre exact pour l'immobilier commercial en tête, mais ce n'est pas les mêmes pondérations. Voilà, donc demain, peut-être, on pourra revenir dessus. Merci beaucoup. Thank you, Pierre. Merci beaucoup. And thank you very much, Pierre and Michael, for the presentations and the discussions. Please join me in thanking them as well. Thank you. Good. So this is the last presentation for this session, and I'd like to introduce Mr. Arnaud de. How do you pronounce? Oui. Very difficult for me to pronounce, but thank you very much. He has a presentation on real estate investment trusts, and he's giving us the French experience.
And I'm sure we'll learn a lot from that as well. And yeah, the floor is yours. You have 20 minutes, I think, to present, and then we'll have the floor open to questions and discussions. Thank you. Ok. Merci à Kessia, merci à son équipe et aux organisateurs de me donner donc l'occasion de présenter devant vous l'expérience qui est la nôtre en France et de manière concomitante la réflexion qui se fait jour à l'heure actuelle au sein des autorités politiques et économiques de l'UOMOA, de savoir dans quelle mesure il serait possible d'introduire dans cette même zone d'Afrique occidentale les fonds immobiliers tels qu'ils existent aujourd'hui en France. Je voudrais vous dresser un panorama très rapide avant peut-être d'aller davantage dans les détails du fonctionnement technique de ces fonds. En fait, l'objectif qui est poursuivi à cette occasion, l'objectif sociétal et macroéconomique de ces fonds est de répondre à deux demandes, à deux nécessités à la fois. D'une part, une demande qui est celle des agents économiques de se loger. Alors, jusqu'à présent, en France, c'est très majoritairement le cas des personnes morales, donc des entreprises, que nous logeons, entre guillemets. Quand je parle des entreprises, donc, qui les occupent en tant que bureau, en tant que commerce, en tant qu'actifs de santé ou actifs de loisirs, et également de plus en plus du résidentiel adapté, c'est-à-dire le résidentiel pour les étudiants, les personnes âgées notamment, dépendantes ou pas. Et on a jusqu'à présent une implication encore marginale, franchement marginale d'ailleurs, dans le résidentiel, pour des raisons sur lesquelles il me manque du temps malheureusement pour revenir, mais je suis évidemment à votre disposition aujourd'hui et plus tard pour y revenir avec vous. Je pense que cette réflexion est transposable à la zone ouest africaine pour la simple et bonne raison que les besoins absolument gigantesques, les besoins en termes de résidence, de résidentiel absolument gigantesques dont j'entends parler depuis 24 heures, me font penser que dans la masse des personnes dont il est question, on ne pourra pas avoir 100% de propriétaires ou de candidats à la propriété immobilière. On sait parfaitement qu'on aura donc dans cette masse des personnes qui, à un moment de leur parcours de vie, voire même tout au long de leur existence, ne pourront être que locataires et n'auront jamais accès à la propriété immobilière. Juste une petite anecdote très rapide pour animer la sagacité de la salle. En arrivant à la conférence ce matin en taxi, j'ai consulté la presse française qui se faisait l'écho d'une statistique au sein en matière résidentielle. La question était de savoir, pour 300 000 euros, ça fait à peu près 350 000 US dollars, quelle est la surface qu'on peut acheter dans les spots les plus tendus en Occident. Deux exemples, Paris et Londres. La réponse est la suivante. Paris, 31 mètres carrés, Londres, 18 mètres carrés, pour 350 000 dollars US. Autant vous dire que pour loger sa famille, c'est bien peu. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que les spots où l'immobilier est très cher, pour ne pas dire trop cher, sont nombreux et pas simplement en Afrique. Alors en face, qu'est-ce qu'on propose comme modèle de financement et qui pourrait peut-être servir d'exemple pour la zone dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Eh bien, on a principalement des investisseurs longs, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, lesquelles personnes morales agissent pour le compte de personnes physiques. Je pense notamment à des caisses de retraite, à des mutuelles et éventuellement à des fonds de pension. Retenez, et c'est vraiment le driver principal de notre expérience en France, que nous sommes ici sur des engagements de long terme, voire de très long terme. Et toute la stabilité financière du système réside sur ce postulat. Les besoins locatifs, on les a aujourd'hui, on les a en Afrique et on les aura sans nul doute dans les décennies à venir. Même chose en matière de financement, il est de l'intérêt des investisseurs dont je parle aujourd'hui d'être présents sur du long terme, puisque, comme on le considère, comme on l'observe largement en France, c'est davantage
la préoccupation du financement de la retraite qui est le driver des investisseurs. Et juste une statistique sur un des fonds qui constitue l'exemple français, on a un turnover, donc un taux de rotation annuel des titres, je dis bien annuel, qui est traditionnellement inférieur à 2%. Ça veut dire en pratique que quand on a acheté des parts de SCPI, qui était une des deux formules juridiques et fiscales qui existent en France, en gros, les investisseurs ne les revendent plus. Et c'est en quelque sorte une sorte de constitution de fonds de pension personnels, sachant que ces fonds de pension n'existent pas en France pour des raisons diverses. C'est possible dans le cadre de la fonction publique, mais pour le salariat privé, ça n'est pas prévu. Et donc, on considère que ces fonds immobiliers constituent une sorte de réponse à cette lacune dont nous souffrons en France. Et il est possible donc de constituer son propre fonds de pension avec l'avantage complémentaire qu'on dispose toujours du capital au terme de sa vie active et peut-être même au terme de son existence, et on peut dès lors le transmettre à ses héritiers. Et en matière de l'offre, cette fois-ci, là c'est le carré vert sur votre slide, alors là aussi on a des avantages complémentaires, qui est qu'on parle d'une gestion professionnalisée et déléguée. Professionnalisée et déléguée dans le sens où on obtient au bénéfice de l'investisseur un certain nombre d'avantages en termes de mutualisation des risques et de professionnalisation de la gestion. Ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas très simple de gérer de l'immobilier tous les jours, du fait que la société de gestion habilitée à gérer ce type de fonds réunit toutes les compétences professionnelles nécessaires pour acquérir, un beau jour peut-être revendre l'actif, mais aussi l'entretenir et le valoriser dans le long terme. C'est un métier, authentiquement, et on développe donc au sein de ces sociétés spécialisées la possibilité de le faire. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails, quelques mots très rapides sur l'organisation professionnelle. Il existe en France une organisation professionnelle qui réunit ces sociétés de gestion et qui discute directement avec les pouvoirs publics pour, en quelque sorte, améliorer le cadre juridique, fiscal, technique, comptable, etc. de ces véhicules. Vous avez parmi nos membres quelques signatures, quelques logos que vous reconnaîtrez, comme Amundi, BNP, CBRE ou encore HSBC. Donc ce sont des groupes de banques, groupes bancaires, groupes d'assurance et également un certain nombre de sociétés entrepreneuriales et indépendantes. Alors, pour aller assez rapidement, le cadre juridique, je vous le disais tout à l'heure, deux grandes catégories de clientèle, d'investisseurs, les particuliers, les personnes physiques, qui se retrouvent dans deux véhicules existants, l'un qui est de facture plus ancienne, qui date des années 70, et l'autre, l'OPCI, qui est plus récent et qui remonte à une loi de 2006 en France. Et puis vous avez donc une autre catégorie, les investisseurs professionnels, auxquels est réservée une typologie particulière d'OPCI, des OPPCI. Deux types de sociétés, donc soit un organisme de placement collectif, au même titre que les OPCVM, ou une société civile. Comme je vous le disais tout à l'heure, un des postulats les plus importants de cette démarche, c'est la protection des intérêts des investisseurs. Et à ce titre, les sociétés dont je parle aujourd'hui sont complètement régulées par la régulation qu'on trouve dans l'Union européenne, laquelle trouve sa source dans la grande crise financière de 2008 et qui a en quelque sorte complètement rebattu les cartes et forcé les acteurs à observer des règles prudentielles extrêmement serrées, contraignantes, telles que celles dont on vient de parler juste avant. Comme je le disais, le fonds est obligatoirement géré par une société de gestion spécialisée, laquelle est nécessairement dotée d'un agrément de l'autorité des marchés financiers, donc qui est le régulateur français des marchés financiers. Quelques chiffres, avec le nombre de véhicules, ça doit remonter à fin 2016. Cette slide aurait pu être un petit peu mieux actualisée. Vous voyez que l'actif brut des véhicules
est monté en flèche. On est passé d'un petit 13 milliards, on est en milliards d'euros en 2005 pour les SCPI et on a dépassé désormais les 50 milliards d'euros. Quant à l'OPCI, il n'existait pas, comme je vous le disais tout à l'heure, en 2005. Et aujourd'hui, on est pour la formule destinée au grand public, on est déjà à plus de 13 et même plus de 14 milliards d'euros. Je précise bien qu'il s'agit d'un actif brut. Et j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, et c'est important, qu'en termes de financement, on a beaucoup parlé d'hypothèques, on a beaucoup parlé d'emprunts. Eh bien, comprenez que dans ce schéma, on contourne au moins ces difficultés-là, puisque le financement est réalisé par l'épargne des ménages et par les investissements des investisseurs institutionnels, qui apportent très principalement de l'equity, donc des capitaux, en tant que tels, sachant que le véhicule, lui aussi, alors pour le coup, peut s'endetter, mais dans une mesure assez faible, là aussi, pour protéger les intérêts des investisseurs. Et puis, vous avez également une petite idée de la collecte annuelle opérée par ces véhicules, avec là aussi une montée en flèche assez significative. Le taux de distribution, qui est en fait ce que le véhicule verse à ses porteurs par rapport au prix d'acquisition des parts, il est un peu plus élevé pour les SCPI. N'oublions pas que ce que je n'ai pas indiqué dans ce slide, c'est également la valorisation du capital, qui est le deuxième pilier, en quelque sorte, de la constitution, de la performance financière du véhicule. Alors, là, j'en viens à quelques également statistiques intéressantes. Longtemps, les véhicules ont investi en France, à Paris et en région proche de Paris, et de plus en plus, ce qu'on observe, c'est la capacité de ces véhicules d'investir à l'étranger, principalement en zone euro, pour éviter le risque de change jusqu'à présent. Et comme je vous le disais à l'instant, on a un effet de levier qui est donc la capacité de s'endetter, qui est plafonnée pour ces véhicules. En pratique, sur les SCPI où il y a un manque d'une disposition légale en ce sens, on s'aperçoit qu'on ne dépasse pas les 20%. C'est une décision qui est fixée par les investisseurs eux-mêmes dans le cadre de l'Assemblée générale. Là, j'en viens à un point important, comme je vous le disais tout à l'heure. Le plus important est de garantir sur le long terme la liquidité du véhicule. On a un hiatus quand on parle de fonds immobiliers, c'est qu'on a un passif donc, constitué des porteurs de parts qui sont, par définition, c'est de la gestion collective, amenés à pouvoir sortir du fonds à la demande. C'est le principe même. En revanche, on a un actif qui, lui, est moins liquide et qui, par définition, se rapproche de la liquidité d'un actif immobilier. Et donc là, on a, si vous voulez, une équation un peu compliquée à résoudre. Il existe un certain nombre de modalités techniques pour parvenir à cet objectif. Et encore une fois, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, la mère de toutes les batailles pour conserver durablement la confiance dans cet édifice financier de la part des autorités de régulation, du législateur, des acteurs banquiers, assureurs, indépendants, mais aussi et avant tout des investisseurs. Il ne faut pas qu'il y ait de choc, ou plutôt qu'on sache assumer un choc de liquidité sur ces véhicules. Donc il existe un certain nombre de mécanismes. Je ne vous ai pas précisé non plus que ces véhicules ne sont pas cotés en bourse, ce sont des véhicules non cotés, et les autorités ouest-africaines, forcément, auront à s'interroger et à faire un choix en la matière pour déterminer le modèle le plus efficient. Je vais rapidement sur les restes des slides, peut-être pour laisser le temps à la salle d'avoir quelques questions, pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs externes à la gestion qui sont obligatoirement prévus par la législation française. Je pense aux évaluateurs immobiliers, qui sont les spécialistes, les professionnels qui vous disent à intervalles réguliers quelle est la valeur du sous-jacent immobilier, quelle est la valeur des immeubles qui constituent le patrimoine du fonds. Il y a également une gouvernance qui est constituée en partie par les porteurs de parts, les investisseurs eux-mêmes, avec au surplus un reporting et une transparence dans la gestion
qui se retrouvent dans les documents qui sont destinés aux porteurs et que vous retrouvez sans difficulté sur Internet. Et puis, il y a également un dépositaire et un commissaire aux comptes sur le même modèle que celui qu'on retrouve dans la gestion collective classique, notamment les OPCVM. Quelques caractéristiques dont j'ai déjà parlé sur la nature des investisseurs. On est plutôt sur une clientèle mass market et plutôt sur un high net worth pour mass market pour l'OPCI et un peu plus avec une moyenne de revenus un peu plus élevée pour la SCPI. Et puis les institutionnels constituent une famille à part. Il y a la transparence fiscale qui est accordée à ces véhicules, c'est-à-dire que la taxation a lieu non pas au sein du véhicule, mais elle est déportée au niveau des investisseurs. Bien entendu, il n'est pas question d'avoir une double taxation. Et en contrepartie de cette transparence fiscale, il y a une exigence minimale de distribution. Ce sont des produits de rendement, ce sont des produits pour préparer sa retraite. C'est un complément de revenu au moment où on cesse son activité. Voilà, je suis allé très vite pour peut-être avoir le temps d'avoir un échange avec la salle. Et si vous avez des questions complémentaires, bien entendu, je suis à votre disposition. Merci à tous. Merci beaucoup. That was very comprehensive, and thank you for the presentation. I think we have an opportunity for asking questions. Maybe I start with one of my own. Yes, please. So in terms of the incentives for the schemes, are there any tax incentives or any other incentives that are provided for this kind of schemes? Alors, cette question est importante. Comme je vous disais tout à l'heure, ces fonds, jusqu'à présent, sont très largement investis en immobilier commercial. Il existe également en France, par ailleurs, une carotte fiscale ou une incentive fiscale pour l'investissement dans le logement. Mais je dois dire que ce dispositif qui existe depuis une trentaine d'années en France donne des résultats qui ne sont pas complètement satisfaisants. Très clairement, c'était fait pour alléger les tensions sur le marché du logement qu'on a dans mon pays. Et depuis 30 ans, le législateur y est allé à grands coups de carottes fiscales. Ça coûte très cher au budget public. Et on a manifestement un résultat qui n'est pas complètement atteint, puisque le marché du logement, j'en parlais tout à l'heure, reste très cher. Pour tout vous dire, je suis à titre personnel un peu mesuré sur ce type de dispositif. Je pense qu'il emporte un certain nombre d'effets d'aubaine qui ne sont pas forcément compatibles avec l'intérêt général. Et cependant, cela ayant été dit, je dois vous préciser également que nous sommes, dans l'association dont je vous parlais tout à l'heure, en train de mener une réflexion sur la manière dont on pourrait davantage amener l'épargne des ménages vers le financement du logement sans carotte fiscale, on appelle ça une carotte fiscale en France, sans incitation fiscale à l'entrée, et avec un modèle qui serait suffisamment performant au plan financier pour attirer suffisamment de capitaux pour, en quelque sorte, construire beaucoup et construire bien, c'est-à-dire conformément aux besoins des locataires, dans les zones du territoire qui le nécessitent effectivement, et selon des standards de qualité satisfaisants également. So thank you very much for, again, a very comprehensive answer. Let me now open this floor to questions and comments. We start with you. Thank you. Please identify yourself if possible, and then you can ask the question or provide a comment. All right. Very nice to have you here, Evans. My name is Habib Han from IFC, based in Nairobi. This is very interesting. It's a very interesting presentation, and we're trying to look at this in several markets across the continent. So the question is, this is more like the French model. How comparable is it with the Anglo-Saxon, British or American or, other countries around us here, like Nigeria? Have you done any sort of comparable studies, or how different could it be, how similar, etc.? Thanks. So thank you. I think we take two other questions, and then Arnold can respond to those. Do we have another? Okay, great. So one there. Anybody else on this side of the room? Here.
Nothing. Okay, so we just take those 2 questions. Diallo Mamadou, je voudrais savoir concernant les différents SCPI et OPCI, est-ce que par rapport à la diaspora aujourd'hui qui est présente en Europe, est-ce que dans vos réflexions, vous avez imaginé une façon de pouvoir collecter cet argent et de pouvoir l'investir en Afrique? Bonjour, alors merci pour cette brillante présentation. Je me présente, mon nom c'est Cheikh Souaré, conseiller du Premier ministre de la Guinée-Conakry. Je suis très intéressé à votre modèle, surtout que vous voulez comparer ça aux différents modèles qui se trouvent en Afrique occidentale. Mais je voulais savoir un peu plus sur votre approche en termes de financement des logements à coût abordable. Parce que la problématique réelle que nous avons dans cette partie du continent, c'est comment financer des logements accessibles à la population dont la majorité a un revenu très modéré. Donc on a parlé tantôt de refinancement, on a parlé tantôt des ressources longues, mais je n'ai pas bien compris dans votre présentation la réponse à cette problématique. Merci. Pas d'autres questions? Ok. Merci pour ces questions qui ont quand même un caractère assez redoutable pour moi et je les trouve assez complexes. Plusieurs choses. Je connais le modèle français, mais je connais très mal l'Afrique. Et pour répondre à la première question sur la comparaison avec le monde anglo-saxon, et même sur un peu l'objet de la mission qui, en ce moment, m'est confiée par la Banque mondiale, à savoir dans quelle mesure on peut dupliquer ce modèle en zone UO-MOA, là, je vais avoir besoin de beaucoup de contacts en Afrique, y compris parmi les gens qui sont en face de moi, pour aider, contribuer à la réflexion sur l'adaptabilité du modèle français aux spécificités locales. C'est tout l'enjeu. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir une certaine expérience et d'avoir passé pas mal de temps. Encore une fois, l'univers et l'aventure au PCI, ça dure en France depuis 15 ans. On s'est posé pas mal de questions sur la pérennité et la solidité du problème, du sujet, notamment sur la question de la liquidité dont je parlais tout à l'heure. Et donc, mon rôle sera, à minima, d'alerter ou d'attirer l'attention des autorités locales sur les points d'intention qui devront être les leurs à ce sujet. Donc, je ne réponds pas vraiment à votre question, simplement je dis que la question de l'adaptabilité, et notamment au monde anglo-saxon ou francophone en Afrique, est une question complexe et il va nous falloir pas mal de réflexion pour y arriver. En fait, ma question est plus spécifique que cela, c'est-à-dire est-ce que vous avez pu comparer le modèle, quelle est la différence principale entre le modèle français, francophone, et le modèle anglo-saxon? Alors, peut-être, sous réserve de vérification ultérieure, comme on dit chez les gens prudents, je pense qu'il y a, notamment aux États-Unis, avec l'exemple des REITs, la cotation des véhicules, cotation tel un produit boursier. Cependant, ce qu'on a observé, au moins en France, c'est qu'il existe également ce qu'on appelle des sociétés foncières qui sont cotées, mais dont le comportement financier se rapproche davantage de produits boursiers que de fonds immobiliers. Donc, quelque part, je veux dire par là que sur cette question de la liquidité, il y a un prix à payer, un prix spécifique à payer sur la liquidité d'un fonds immobilier. Il faut connaître lequel, et il faut savoir si les investisseurs sont prêts à assumer ce coût de la liquidité qu'on observe, quelles que soient les modalités techniques dont j'ai parlé beaucoup trop vite tout à l'heure. Ça, c'était pour le premier point. Sur le deuxième point relatif à la diaspora, oui, évidemment, à mon sens, ça fera partie sans doute des cibles de clientèle que les autorités vont viser à travers des personnes qui sont parties à l'étranger
qui ont, pour une bonne part d'entre elles, acquis un certain niveau de vie et qui sont capables d'investir ou de réinvestir leurs ressources dans des projets sociétalement vertueux dans leur pays d'origine. Donc la diaspora, à n'en pas douter, va faire partie des cibles à étudier de très près. Et enfin, sur la troisième question relative, et vous avez raison parce que c'est le sujet principal de ces 2 journées, relative au caractère abordable du coût d'accès au logement, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, je vais me situer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire celui des investisseurs. Je comprends que dans le modèle, on a besoin de construire des logements qui doivent sortir de terre dans des conditions juridiquement satisfaisantes. Je comprends que c'est également un point d'attention, mais je n'ai pas le temps d'y revenir maintenant. Et qu'on doit pouvoir loger des familles suivant des conditions de loyer très resserrées. Si je résume les choses un peu brutalement, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, je dirais qu'a priori, mais je ne connais pas, au stade où je vous parle, les conditions économiques de la situation locale, ça peut ne pas être dissuasif pour les investisseurs dès lors que le coût de construction, c'est-à-dire le dénominateur du rendement de cette opération, est suffisamment lui aussi mesuré et maîtrisé pour sortir un rendement courant, qui est le driver des investisseurs, suffisamment attractif. Je suis, par exemple, de la diaspora, pour répondre à plusieurs questions en même temps. Je suis un membre de la diaspora. Je suis convaincu par un projet financier qui, un beau jour, financera mes vieux jours. Et je le place dans un sens vertueux, puisque ça va permettre de financer le logement de mes compatriotes plus défavorisés, avec un rendement, encore une fois, suffisamment attractif pour moi investisseur, avec un couple rendement-risque qui sera apprécié par ce même investisseur. Mais là, la clé du sujet, c'est évidemment que le coût de construction soit en rapport avec le loyer modeste qu'on devra appliquer en la matière. Thank you very much appreciated. Please join me in thanking Arnold for a very excellent presentation here. Thank you, and I think this brings us to the end of this session, so I hand over to the MC. Thank you. Important announcement. Tomorrow will take place in this room at the same time the AGM of AUHF. All members are pleased to be present because the quorum needs to be reached. So it will start at 8 a.m. At the same moment, so the room will be split in two, so the AGM will take place in one side of the room, and a master class will take place in the other, in the other place. That's the first announcement. The second one is that at between 12 and let's say 12:15, the buses to Songon for the side tower will be downstairs. Okay? So now we're having a 15 minutes coffee break, and please come back for the last session of the day. Thank you. Vous êtes prêts de vous asseoir, s'il vous plaît? Merci. Donc nous sommes à la dernière session de ces 2 jours de la conférence, de la 34e conférence. Le modérateur de cette dernière session sera, le thème de la dernière session sera la gestion du risque. Et le modérateur sera Tcherno Habib Anne de la Société financière internationale, la SFI. Merci de l'applaudir.
Okay. Where? My name is not there. That's Olivier. Okay, so glad to be back, and again, thanking everybody for holding on during these 2 days. Hopefully, everybody is gaining something out of this, and tomorrow, looking forward to the site visit. I really think it's the most exciting part of this journey, I believe, from our perspective, because I've seen the site. I've been there already in February, so. So I'm very happy to invite here on the panel that I'm happy to moderate. So Mr. Olivier Hassler. Olivier Hassler is the chairman of the French Mortgage Refinancing Company. And also a senior consultant with the World Bank Group, working on capital markets initiatives as well. And then I would like to invite Mr. Evans Osano, FSDA, my ex-colleague from IFC as well, from Kenya, now with FSDA. And then Mr. Liu Schulman, from IBOLD, please. And finally, Mr. Parfait Guesson, Director of Risk Management from BHCI. Okay. Please, a round of applause, please, to our panelists. Okay, excellent. So the theme of this panel here today, I mean this late afternoon, is to discuss managing risk, right? So as you know, there's risk along the value chain of housing and housing finance. So we have experts around the table here to discuss the different aspects of the risk. So let me just, go through my panelists here. Olivier, I would like to hear from you a bit on basically your perspective from a risk perspective, and then have every single one just give a couple of minutes on the view overall. All right, okay, thank you. I don't have a presentation really formal, but just a discussion and a few slides to I'm going to speak French, but maybe my presentation I will explain it in English, because otherwise it might be a little... Donc, c'est une discussion plus qu'une présentation formelle, mais le thème central est unique. C'est que pour mobiliser de la ressource longue, qui est absolument indispensable pour le financement du logement, il faut avoir des actifs de qualité à mettre en face. Si on fait de la mauvaise production, on a toutes les chances de ne pas pouvoir mobiliser les ressources nécessaires. Et ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est vrai pour le mortgage, donc pour le financement de la demande, mais c'est également vrai pour le financement de l'offre. C'est même peut-être encore plus challenging. Le financement de l'offre demande des financements longs, parce qu'il faut constituer des réserves foncières, land banks,
il faut faire des infrastructures, il faut investir quand même plusieurs années avant de déboucher sur la vente de logements. Et donc là aussi, il y a du long terme, des ressources à long terme absolument indispensables. Et là encore, la même problématique s'applique de la bonne qualité des réalisations conditionne la possibilité de lever des ressources. Voilà. Alors, avant de rentrer un peu dans ces images, je voudrais rapidement parler de l'exemple à contrario que tout le monde connaît quand même assez bien, qui était celui de la crise des subprimes aux États-Unis, où justement il s'était développé un segment de marché assez risqué, lié au contexte américain où les prêteurs avaient, pas tous, mais enfin, deux caractéristiques. Premièrement, ils s'attachaient plus aux biens sous-jacents, aux properties, plus qu'aux revenus et à la capacité de remboursement des gens. Parce qu'aux États-Unis, c'est très efficace et très rapide. Si on ne paye pas, on est expulsé et sa maison est saisie dans des délais assez rapides. Et tout le monde pensait que les prix continueraient à monter indéfiniment. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'était que beaucoup de prêteurs, c'était des non-bank mortgage banks, qui n'avaient pas du tout de régulation pour la mauvaise raison qu'ils n'avaient pas de dépôt. En fait, on s'est aperçu qu'il faut, même si on n'a pas de dépôt, une régulation prudentielle, c'est utile. Et donc, ces non-bank mortgage banks fonctionnaient sur le principe de la titrisation. Elles produisaient des portefeuilles qu'elles vendaient très rapidement. Et du fait de cette cession rapide, elles ne conservaient pas le risque. Et donc, elles étaient assez indifférentes à la qualité de ce qu'elles produisaient. Alors, à vrai dire, elles n'auraient pas dû être complètement indifférentes parce que le fait déclencheur de la crise, ça a été le fait que dans les cessions de portefeuille, il y avait quand même une clause qui disait au bout d'un an, si vous m'avez vendu à moi, investisseur, des portefeuilles pourris, je vous les retourne. Et c'est ce qui s'est produit. Or, ces non-bank mortgage banks n'avaient pas de capitaux puisqu'elles n'avaient pas de règles prudentielles et donc elles n'avaient pas la capacité et la surface financière pour ravaler les portefeuilles qu'elles avaient originés. Ça a été un peu l'étincelle qui a commencé à déclencher la crise, notamment en Californie. Un autre exemple aussi, encore plus bref, c'est qu'au Mexique, il y avait aussi, après la crise dite Tequila, ou une grosse crise financière au Mexique en 1995, les banques s'étant retirées du marché, ce sont des établissements spécialisés qui ont pris le relais et qui sont devenus les principaux prêteurs de mortgage. Mais là aussi, c'était des prêteurs non-deposit taking, non régulés, et qui reposaient très largement sur la titrisation pour se financer. Or, comme ces institutions étaient très dépendantes des promoteurs pour vendre leur mortgage, les promoteurs eux-mêmes étant complètement indifférents à la qualité financière de leurs acheteurs, ce qui les intéressait, c'était vendre leurs unités. Le portefeuille en fait de ça s'appelait des SOFOLES et SOFOMES, ces institutions spécialisées non régulées ont accumulé des portefeuilles de mauvaise qualité. Alors comme elles les vendaient pour se financer sur le marché, un jour, justement c'était un peu après le départ de la crise subprime, le robinet a été coupé et plus aucun investisseur n'était prêt à acheter leurs mortgage-backed securities. Voilà, donc c'était simplement deux exemples pour montrer vraiment l'importance de la qualité de la production quand on veut lever des ressources longues. Alors, très brièvement, là, de manière assez simpliste, il y a bien d'autres facteurs en jeu, mais mon point de départ pour la réflexion concernant la sous-région UMOA, c'est le fait que le crédit à long terme est extrêmement peu répandu. I'm going to speak English now, but
as you see on this chart, among the bank credit, there is only 4% in the sub-region of long-term credit. Medium term is 35, something like that, but long-term credit is very, very, very limited. So you could think that, and it's partially